Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo dont le titre est Dépendance affective et croyances limitantes. Et je remercie tout spécialement toutes les personnes qui me suivent régulièrement, ainsi que les nouvelles. Vous pouvez me joindre au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par email pierre-orange.fr ou par SMS ou par voie postale. Il existe toujours des boîtes aux lettres et vous pouvez vous procurer facilement des timbres. Mon cabinet se trouve 45 600 à Sully-sur-Loire, 8 rue des Écoles. Vous passez par le portail blanc, c'est l'entrée principale. Merci. Donc, dans notre vie, nous donnons une trop grande importance aux aspects matériels, être à la mode, posséder, obtenir, acheter et consommer. Il arrive même que nos existences entières soient guidées par ces préoccupations-là. Bien sûr, maints événements nous poussent à vivre et à suivre cette consommation frénétique. La publicité est partout. Les enfants, toujours plus jeunes, apprennent à reconnaître les marques en vogue ou participent aux soldes de toutes sortes. Tant les clients finissent par acheter tout ce dont ils n'ont pas besoin. Certains sont tellement encombrés de biens matériels qu'il n'y a plus d'espace chez eux. Et malgré cela, ils sont incapables de se défaire du surplus, quitte à étouffer littéralement dans leurs achats. Il s'agit d'une pathologie qui est malheureusement bien en augmentation. La rapidité des progrès technologiques contribue aussi à faire apparaître sur le marché de nouveaux appareils avec de nouvelles possibilités qui rendent obsolètes ceux achetés 2 ou 3 ans auparavant. Et encore si ce n'est pas chaque année, à plus, d'une sorte de course en avant qui inquiète les personnes qui réfléchissent à l'avenir de notre planète. Je suis certain que vous en faites partie. Alors, où s'arrêter? Où faut-il suivre à tout prix cette évolution? Comment répondre aux demandes des enfants et des adolescents? Comment faire face financièrement? Comment expliquer à un enfant qu'il ne pourra avoir la dernière Game Boy qu'ont beaucoup de ses copains d'école parce qu'elle coûte beaucoup trop cher pour le budget familial? Faut-il changer de téléphone portable simplement parce qu'un nouveau modèle qui inclut un nouvel appareil photo et des nouvelles fonctions vient de sortir? Actuellement, les grands distributeurs proposent des cartes de crédit qui offrent aux foyers de bonnes possibilités de rembourser en plusieurs fois et donc de dépasser leur budget. Bien sûr, on peut continuer d'acheter comme ça, de consommer sans se poser d'autres questions que celles concernant le rapport qualité-prix de toute chose qui nous attire. Mais on peut aussi réfléchir aux conséquences de cet encombrement matériel, méditer sur l'attachement et surtout sur le détachement. Se désencombrer, cela signifie prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, se demander ce qui est important, essentiel et reconnaître ce qui est inutile. Comme dans la dépendance affective, vous pouvez reconnaître ce qui vous est inutile. En ce qui concerne les biens matériels, cela sous-entend de passer en revue au moins tous les 2 ans sa garde-robe, ses bibles, ses livres, ses meubles et de donner tout ce qui n'a pas été utilisé à des institutions, des associations caritatives pour que d'autres puissent en profiter, d'une part, et pour retrouver un espace de vie, d'autre part. Il faut avoir eu à débarrasser l'appartement ou la maison de personnes décédées pour réaliser à quel point garder des objets inutiles n'a pas vraiment grand sens. Ces collections de timbres sans grande valeur marchande que le grand-père chérissait, ces petites cuillères rapportées des 4 coins du monde, ces nappes magnifiques, pour une question de blouse, et si difficile à laver et à repasser que la grand-mère entassait après eux, qui n'appréciera pas tout cela.
se le demander. C'est à l'occasion d'un deuil que nous nous rendons compte de l'inutilité de bon nombre d'objets. Cela nous apparaît dans toute sa réalité. Très souvent, nous achetons non pas parce que l'objet est nécessaire, mais parce qu'il comble un manque plus profond. Alors pouvons-nous combler véritablement un manque par l'achat d'un objet, par l'utilisation d'une personne qui devient également un objet? Acquérir, obtenir ou acheter, cela peut donner l'illusion de combler un manque. Mais est-ce vraiment le cas? Simplifier sa vie, tant de gens aspirent à cela, mais comment s'y prendre? Bien, on peut définir ses propres priorités de vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me resterait si j'avais encore un mois à vivre? À quoi est-ce que j'utiliserais ce temps? Comment identifier ce qui est superflu dans ma vie matérielle? Superflu, inutile, c'est bien sûr ce que nous n'utilisons plus, c'est dont nous n'avons plus besoin, comme le font les pervers narcissiques quand ils n'ont plus besoin de vous. C'est aussi ce qui nous est peut-être utile, mais qu'on nous pousse à gaspiller ou à consommer une lampe avec un abat-jour empêchant la lumière de passer, par exemple. Il y a aussi ce que nous gardons par attachement personnel, la valeur sentimentale, et dont nous oublions l'existence. Archives, vieilles photos, vieux films pour lesquels nous ne possédons même plus d'appareil pour les visionner. Il y a encore l'énorme masse de choses dont nous avons peur de nous séparer. Livres, articles, brochures, dépliants, la plupart du temps, nous ne savons plus que nous les possédons, et beaucoup d'entre eux sont en surcroît devenus complètement obsolètes. Et enfin, tous les vêtements spéciaux achetés pour une occasion, une fête, un mariage. Ils ne nous servent plus à rien, alors qu'ils pourraient s'avérer utiles à d'autres personnes. Donc, envisager les bénéfices du désencombrement, et surtout du désencombrement matériel, déjà. On n'a plus d'espace, on retrouve de l'ordre. On prend conscience qu'on peut utiliser jusqu'au bout ce que l'on a déjà. On gagne du temps pour nettoyer, faire le ménage, on retrouve plus facilement ce que l'on cherche, on se sent mieux mentalement et émotionnellement. On prend un peu plus conscience des conséquences économiques et sociales de nos achats. On perd graduellement le désir d'acheter, d'accumuler. Les achats deviennent plus réfléchis. Et l'estime de soi augmente. Lorsqu'on a réussi à se désencombrer matériellement, au moins en partie, il est utile de maintenir l'espace ainsi créé en achetant cette fois avec sagesse. En ai-je vraiment besoin? Pourquoi est-ce que j'achète ceci? Quel impact cet achat aura-t-il sur mes enfants et les générations futures? Retirerai-je de cet achat un plaisir proportionnel aux ressources utilisées? Puis-je consacrer à sa consommation le temps nécessaire, sans arrière-pensée aucune? Les personnes qui produisent ce que j'achète sont-elles adéquatement rémunérées? Bénéficient-elles des droits élémentaires d'association, de conditions de travail décentes? Dans quelles conditions écologiques le produit a-t-il été acheté? Comment a-t-il été produit? Le transport a-t-il effectué dans les conditions optimales? Vais-je utiliser le produit suffisamment pour en justifier son achat? La consommation de ce bien ou de ce service me rapproche-t-elle de mon but de vie? Est-ce que cela va m'aider à renforcer mes priorités, ou au contraire m'éloigner de mon axe, me disperser? Avant tout, puis-je acquérir ce bien ou ce service et l'utiliser sans qu'il ne me possède et m'utilise à son tour? On peut se demander aussi, suis-je abonné à des journaux que je ne lis pas vraiment? Ai-je besoin de tous ces appareils qui encombrent mes armoires?
Combien de fois ai-je utilisé en une année cet accessoire extraordinaire, ce robot de cuisine que j'avais acheté sous la pression du vendeur d'un grand magasin. Si j'habite une grande ville, l'utilisation de ma voiture justifie-t-elle ce qu'elle me coûte en amortissement et en assurance, sans compter le prix du carburant? Vu mon âge, est-ce bien la meilleure solution que de rester dans cette maison qui demande tant de travail que j'ai plus la capacité de faire, entretenir le jardin, tourner le gazon, déblayer la neige, vaquer à des réparations de tout genre? Qu'est-ce qui est superflu dans mon emploi du temps? Est-ce vraiment si important d'aller à toutes les réunions notées dans mon agenda? Toutes les activités qui finissent par me maintenir dans une situation de stress sont-elles indispensables à ma carrière et à mon avenir? Est-ce que je sais dire non avec bienveillance aux sollicitations qui ne me conviennent pas? Alors quels éléments et activités également puis-je différer par manque de temps ou de disponibilité, telles que la méditation, la marche dans la nature, de l'exercice physique, des activités créatrices, des contacts avec des gens que j'aime, n'est-ce pas plus enrichissant? On peut facilement simplifier la vie, se désencombrer, et aussi vivre mieux, c'est se sentir plus proche de ses désirs, de ses besoins profonds. Régulièrement, il faudrait se poser cette question essentielle pour simplifier sa vie, pour désencombrer son chez-soi, extérieur comme intérieur. Définir ses valeurs, faire ses propres choix, retourner vers ce qui est fondamental. Chacun de nous y aspire, alors prenez le temps de le faire. Se désencombrer sur le plan matériel, c'est peut-être la démarche la plus facile. En effet, elle suit l'analyse de la situation et la décision de faire place, de faire de la place. Et la notion de place est souvent très importante. Alors de donner le superflu, de jeter l'inutile et de renoncer aux achats alibis compensatoires pour remplir ce vide, ce sentiment de manque intérieur, ces achats pansements que l'on fait pour soigner les bleus de l'âme. Néanmoins, il convient de trouver comment faire pour y parvenir. Il s'agit parfois d'entamer une démarche de développement personnel, une thérapie, ou bien d'autres fois simplement apprendre à prendre soin de soi, développer la méditation, l'auto-hypnose, faire de la marche dans la nature ou pratiquer toute autre activité d'éveil créative. Dans nos fausses croyances, croire qu'il vous est impossible d'être heureux tant que vous ne possédez pas les choses qui vous font envie et que vous considérez comme tout à fait précieuses, là c'est complètement faux. Il n'y a pas un seul moment dans votre vie où vous ne possédez pas tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. La raison pour laquelle vous êtes malheureux est simple. Vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez. Alors on pourrait faire un appel à l'amour. Le temps, c'est la vie. Et il est intéressant de mettre en parallèle la valeur d'un achat et le temps de vie consacré à son travail pour pouvoir se l'accorder. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous pensons. Repérer ce qui est superflu, le dérisoire auquel nous donnons tant d'importance dans nos préoccupations quotidiennes. Voilà par quoi nous pouvons commencer. Il s'agit ensuite de poursuivre notre chemin, de nous désencombrer de nos croyances limitantes, de nos habitudes, idées fixes et craintes complètement infondées. Connaissons maintenant l'importance extraordinaire des pensées diverses que nous abritons et leurs influences sur le comportement humain, sur notre comportement. Souvent, nous acceptons des limites qui n'en sont pas vraiment.
et nous soupirons devant ce que nous croyons être notre esclavage. Et nous sommes le propre esclave de nous-mêmes. Nous ressemblons à ces éléphantaux que l'on attache à un pied, à un très grand arbre, et ils tentent vainement de briser la corde qui les relie à l'arbre. Puis après quelques tentatives, ils cessent de lutter et acceptent leur entrave. Quelques semaines plus tard, il n'y a plus besoin de mettre de corde ou de chaîne entre le cercle de métal qui entoure la jambe de l'éléphant et l'arbre, car l'animal a intériorisé, mémorisé le fait qu'il était enchaîné. Il n'essaie même plus de s'en aller. Jusqu'à la fin de sa vie, il reste prisonnier de sa croyance, de son habitude, alors même que sa force est décuplée et qu'il n'est plus attaché à quoi que ce soit. Et de même pour nous, de même pour tous les êtres humains. Enfin, ils reçoivent de nombreux messages provenant de leurs parents et de leurs éducateurs, et aussi d'autres adultes. En grandissant, ils ont tendance à sélectionner dans l'environnement ce qui confirme ces messages. Et une fois devenus adultes, ils continuent de croire à ces messages. Et parfois, ils les transmettent aux générations suivantes, sans même les avoir vérifiés. Ce qui nous conduit à la rigidité des pensées et des croyances qui empêchent l'adaptation créative et le sentiment de bien-être. Il faut, je dois, on ne peut pas faire autrement, c'est normal, c'est bien, c'est mal. Pour moi, c'est dépasser tous ces clichés obsolètes. Pour de nombreuses personnes, les normes, les certitudes qui remplissent leur mental les empêchent de réfléchir, de regarder ce qui est, de se poser des questions de fond, de se désencombrer, désencombrer l'existence comme le mental. Nous sommes tous programmés, et le plus grand défi peut-être de notre vie, c'est d'arriver à en prendre conscience et à débusquer et éliminer progressivement nos programmations inutiles et néfastes. Pour donner un exemple sur l'alimentation, une métaphore, on ne doit pas manger de fromage après le dessert. Pourquoi pas? Parce que sinon tout se mélange dans l'estomac. Mais tout se mélange de toute manière dans l'estomac. Mais c'est pour que les enfants comprennent le sens du goût et prennent de bonnes habitudes. Alors on pourrait donner tant d'exemples de ces croyances rigides. Un jour, un invité américain avait commandé un filet de pêche et des frites dans un bon restaurant suisse. Au moment de manger ses frites, il demanda du ketchup. Oh mon Dieu. Le restaurateur outré lui répondit enfin, je suis assez bon. Ici, les frites sont assez bonnes pour être mangées sans ketchup. Et il n'en démordit pas de sa croyance limitante. Il était dans l'incapacité de considérer que d'autres personnes provenant d'autres cultures pouvaient avoir d'autres goûts que les siens. Dans l'école de psychologie dite analyse transactionnelle, qui met en évidence 5 messages, qu'elle nomme messages contraignants et qui ont pour effet d'imiter l'adaptation relationnelle, d'emprisonner celui qui vit autour de ses croyances suivantes, comme sois fort, ne demande pas d'aide, débrouille-toi tout seul, sois parfait. Tant perfectionnisme, elle soucie exagéré des détails, ne supporte pas le flou, l'inattendu, reste fixé à tes principes. Acharne-toi, fais des efforts, applique-toi, concentre-toi, dépêche-toi, c'est urgent, il n'y a pas de temps à perdre, le temps c'est de l'argent, fais plaisir, que vont penser les autres, il faut être content. Si je ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, ou ne dis pas ce qu'ils attendent de toi. Ceux qui vivent en étant programmés par ces messages se révèlent en général intolérants à l'égard de ceux qui n'ont pas les mêmes croyances, ce qui entraîne souvent des situations relationnelles tendues, inconfortables, voire même des manifestations d'hostilité. Lorsqu'on prend conscience de ces messages, on peut alors choisir de les modifier. Au lieu de sois fort, on peut se dire à soi-même, tu as le droit de demander de l'aide. Au lieu de sois parfait, le nouveau message sera plutôt, tu as le droit de faire
le mieux que tu peux en tenant compte des circonstances. Au lieu de acharne-toi, on peut se dire, considère la situation et choisis de réussir là où tu peux. Au lieu de dépêche-toi, ne serait-ce pas mieux de se répéter, prends le temps qu'il te faut. Au lieu de fais plaisir, ne faudrait-il pas penser à fais-toi plaisir aussi, tu peux aussi. Avant de penser aux autres, pense à toi. On peut aussi prendre conscience de ce qui suit, modifier ou nuancer ses pensées erronées, parfois chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire. À chaque fois que l'on dit des phrases du même type, il faut, je dois, il importe de se demander pourquoi faut-il? Est-ce vraiment indispensable? Pour quelle raison? Est-ce que je dois vraiment le faire? Pour quelle raison? Qui a décidé que je devais faire cela? La personne qui me manipule? Moi-même. Toutes les fois que c'est possible, il convient de dire plutôt « j'ai choisi de ». Je choisis d'aller voir mon grand-père plutôt que « je dois aller le voir » ou « il faut que j'aille le voir ». Ce qui devient une obligation, ce qui enlève toute notion de plaisir. En disant « je choisis », je prends conscience que c'est moi qui décide et pas une autre personne. Et je prends la responsabilité de mes actes et de mes actions. Se désencombrer mentalement, c'est encore revisiter ces notions de réussite et d'échec. En réalité, il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences d'apprentissage. Une personne qui semble incapable de faire aussi bien que les autres apporte aussi autant sa contribution à l'univers. Alors, pour vous passer les métaphores, pour revenir sur votre fil mental, ou le filtre mental que nous avons tous finalement, un détail négatif devient la seule chose importante. Par exemple, j'ai cuisiné mon plat favori pour toute la famille, tout le monde l'a aimé, mais une personne m'a dit qu'elle aurait mis plus de sel. Alors cela m'a complètement perturbé pour le reste même de la journée. Ouais, c'était tellement important. Le rejet du positif, c'est très fort. Les expériences positives ne comptent pas. Elles sont normales. Vous avez par exemple reçu la meilleure note de votre classe, de votre promotion ou autre, mais vous trouvez cela normal car le professeur n'est pas très exigeant. Sauter aux conclusions avec interprétation négative s'en fait acquis. Interpréter négativement une réaction ou un silence d'autrui sans même le vérifier auprès de lui, sans entrer en communication avec lui. Comme exemple, vous demandez votre chemin à une personne que vous ne connaissez pas, qui ne vous répond pas, vous en concluez donc qu'il vous méprise, alors qu'en fait, il ne vous a même pas entendu. Dans l'erreur de prédiction, voilà, on a tous, ouais, pas tous quand même, la faculté de prédire le pire. Par exemple, je sais que je vais rater, je n'ai pas de chance. Alors, dans la magnification, cela arrive quand on minimise les résultats positifs et maximise le négatif. Dans les émotions, dans le raisonnement émotionnel, les émotions indiqueraient la réalité. Comme je suis jaloux, je sais qu'elle m'a trompé. Je dois être désespéré parce que je ressens du désespoir. C'est évident. Dans nos affirmations de « je dois », les choses doivent être comme vous y attendez ou désirez, sinon survient sur un sentiment de frustration, l'étiquetage comme forme extrême du tout ou rien. Je suis un raté, je suis un faible, elle est égoïste. Alors, cette forme d'étiquetage nous empêche une véritable communication, nous coupe des autres comme de nous-mêmes.
se rendre personnellement responsable d'un événement qui dépasse son propre contrôle, comme les mauvaises notes de mon fils. Ça prouve que je suis un mauvais père. Elle est en colère à cause de moi. Ou bien, au contraire, rejeter la faute sur autrui. Ça, il y a des pros pour faire ça. Avec le fameux les gens ne sont pas raisonnables, ils ne comprennent rien. Oui, c'est toujours les autres qui ne comprennent rien, bien sûr. Que le mal-être pourrait être éliminé si chacun pouvait se désencombrer de toutes ses pensées erronées. Ce serait quand même une bonne chose. Cela peut pourtant se faire en se posant les questions suivantes. Comment suis-je venu à penser ainsi? Ai-je déjà eu un point de vue différent? Comment suis-je venu à me sentir ainsi? Que s'est-il passé? Que me suis-je dit? Qu'ai-je imaginé? Quel sens est-ce que je donne à ces événements? Peut-il avoir une autre explication? Est-il possible que cette situation signifie autre chose que celle que je crois? Comment est-ce que j'évaluerais cette situation si je n'étais pas en détresse? Comment la verrais-je dans une semaine, 1 an, 5 ans? Est-ce que je pense en termes de tout ou rien, de noir et blanc, de juste ou de faux? Est-ce que je me concentre à l'excès sur un aspect de la réalité en oubliant tout le reste? Quelles sont mes forces, mes ressources et l'assistance que je pourrais obtenir? Est-ce que je dévalorise mes forces et mes ressources ainsi que l'aide qui peut être disponible? Est-ce que je considère qu'un événement ou une remarque me concerne personnellement, lorsque ce n'est pas nécessairement le cas? Est-ce que je prends pour moi mes remarques intérieures ou des remarques qui ne me concernent pas? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que j'aimerais que cela se passe d'une manière ou d'une autre? Comment est-ce que j'aimerais que cela se passe? Que pourrais-je commencer à faire pour augmenter mes chances de voir se produire ce que je souhaite? Quels sont les choix possibles? Quelles sont les options possibles dans ma situation? Donc, pour parvenir à plus de détachement, à l'ouverture, à la possibilité, à la capacité de ne pas poser de conditions au bonheur. Pour poser des conditions au bonheur, c'est enfermer le bonheur, c'est fermer la porte du bonheur, ne jamais accéder au bonheur. Et pour parvenir à cette liberté intérieure, c'est prendre conscience de ses pensées erronées, de ses programmations, de ses illusions. C'est cela, se désencombrer mentalement, personnellement, et se désencombrer mentalement de ceux qui vous influencent, vous manipulent. C'est encore libérer son esprit des jugements et apprendre à accueillir les autres et les événements sans les blâmer. Et ça change vraiment la vie. Au lieu d'être dans une ambiance tendue, de répandre le stress autour de soi, il est possible de changer ses pensées et de développer en soi la sérénité et de la répandre tout autour de soi. Bien sûr, nous voudrions tellement que les autres partagent notre vision de la vie, qu'ils acceptent les mêmes règles que nous, qu'ils aiment ou respectent ce que nous aimons ou respectons. Malheureusement, ou peut-être heureusement, cela ne se passe pas du tout de cette manière. Chaque être humain est unique, différent. Nous savons que cela existe en théorie et pourtant régulièrement, nous sommes surpris, désarçonnés par l'altérité de ceux qui nous côtoient. Nous voudrions être accueillants, faire preuve d'ouverture, mais l'autre nous bouscule dans nos certitudes, nous interpelle dans nos rigidités. Alors nous blâmons, nous le critiquons au lieu de chercher à le comprendre. Parce que c'est tellement plus facile de toujours mettre le tort sur l'autre. Qu'il s'agisse d'événements quotidiens ou extrêmes, bien cette fâcheuse tendance est bien présente chez la plupart de nous.
Imaginez que vous sortiez d'un magasin, les bras chargés de courses, de commissions, quelqu'un vous bouscule et vous lâchez tout ce que vous portiez. Les bouteilles se cassent, un paquet de riz s'écrase sur le sol, vous criez quel imbécile, vous êtes aveugle ou quoi? Or, en reprenant vos esprits, vous réalisez que l'homme tient une canne blanche et qu'il est effectivement non-voyant. Aussitôt, votre colère disparaît. Vous vous en excusez auprès de lui pour l'avoir insulté. Cette situation, comme exemple, ne vous arrive-t-elle pas plus souvent que vous ne le pensez? Une reconnaissance de ces faits permettrait d'accéder à plus de tolérance et à voir les choses d'une autre manière. Une personne me racontait qu'elle était allée pour la première fois dans le sud de l'Inde, désirant manger au restaurant. Elle lut la carte écrite en anglais. Commandant un plat, le serveur lui fit don de la tête, comprenant qu'il n'avait pas ce plat. Elle en commanda un autre qui lui valut le même signe de la tête. Elle en demanda alors encore un troisième. Même réponse. Finalement, elle demanda un thé et critiqua ouvertement ce restaurant pour ne servir aucun des plats écrits sur la carte. Puis le patron est venu lui demander dans un très bon anglais si elle désirait vraiment manger tous les plats commandés en même temps. Là, elle put s'expliquer avec lui et comprit que le signe de la tête qu'elle avait compris un non signifiait en fait un oui, suivant les usages indiens. La moralité de cette histoire, qui est véridique, donc c'est vraiment une histoire, elle avait fait des reproches aux autres alors qu'elle était en cause de sa propre ignorance. Et nous sommes souvent en cause par rapport à notre propre ignorance que nous reportons sur les autres. Blâmer ne sert à rien. Pourtant, quand on écoute les conversations qui nous entourent, nous nous apercevons qu'il s'agit d'un mode de communication très fréquent. Pourriez-vous garer votre voiture ailleurs? On ne vous a pas appris à lire. C'est faux. Tu ne dois pas faire comme ça. Regarde-moi cet abruti, il se croit où? Tous des imbéciles. Tu ne peux pas faire attention. Commençons nous-mêmes à faire attention. Souvent, nous blâmons et critiquons l'autre, alors que, de ce fait, ce dernier ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'accepter le droit que l'autre a de faire des choix qui ne sont pas les nôtres. Il a la responsabilité de sa propre vie, comme nous avons la responsabilité de notre propre vie. Par ailleurs, blâmer et critiquer, cela n'a jamais aidé personne, bien au contraire. Chacun a le droit de poser des limites claires et bienveillantes en ce qui le concerne, quand cela s'avère utile. La plupart du temps, il convient d'abord de chercher à le comprendre, puis de communiquer avec lui avec respect et tolérance. Comme passer du reproche et de la critique à l'ouverture. Alors si on revient sur le type de phrases accusatrices évoquées avant, voici comment se manifesterait une attitude d'ouverture face à la différence de l'autre. Je me demanderais pourquoi il se gare ici, je me demande pourquoi il a choisi d'effectuer ce travail de cette manière. C'est étonnant de voir comment cette personne s'habille. Je me demande s'il m'a vu déboucher de cette rue. Donc il n'est nul besoin de juger, mais juste de commencer enfin à lâcher prise. Alors, pour commencer à y arriver, il est tout à fait possible de le changer.
Je vais vous donner quelques pistes à chaque fois que vous aurez besoin de blâmer ou de critiquer quelqu'un. Reconsidérez votre phrase et commencez par « je me demande ». À chaque fois qu'un autre individu, une personne, un adulte, ne se comportera pas comme vous le souhaitez, dites-vous, il ou elle est responsable de sa vie. Et lâchez prise, laissons-le. Se désencombrer mentalement, c'est encore veiller à la qualité du regard. C'est essentiel pour soi-même, mais aussi entretenir la qualité des relations que nous établissons avec les autres, car un regard peut inviter, soutenir et même parfois guérir. Il peut aussi repousser, enfermer et dévaloriser. Celui qu'on porte à l'autre, sur l'autre, est essentiel, même si nous ne nous en souvenons pas toujours. Pour exemple, comme les enfants. L'enfant dit, s'il vous plaît, quelqu'un me regarde, je n'ai pas besoin de gâteau ni d'argent, mais s'il vous plaît, regardez-moi. Mais personne ne tourna son regard. Alors, insiste auprès de ses parents. Vos enfants grandissent si vite et vous ne les voyez pas. Vous ne les regardez pas. Vous ne les écoutez pas. Brusquement, vous levez les yeux et il y a devant vous un adolescent ou quelqu'un qui est prêt à se marier. Vous étiez si occupé à courir. Courir après, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Courir partout, pour faire des choses. Des choses, même pour eux, que vous avez laissé passer la joie de regarder évoluer leur visage. Vous savez, nous sommes une culture obsédée par le but, la réussite, la perfection, l'argent, le sexe. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. Ce n'est pas le but, mais le chemin qui est la vie. Regarder, être attentif à l'autre, établir un contact par le regard, c'est faire exister l'autre dans la relation. Quand vous êtes le matin à table, petit déjeuner, et par exemple votre compagne en face de vous, à sa chaise tournée à 90 degrés face au mur, elle vous ignore, elle ne vous regarde pas. Vous essayez de communiquer avec elle, c'est du temps perdu. Un mendiant interrogé par un journaliste a dit les gens ne nous regardent pas. Ils mettent parfois une pièce dans notre chapeau sans nous regarder. Et s'ils ne donnent rien, ils détournent la tête. Ce serait fabuleux si quelqu'un disait en me regardant je n'ai rien à vous donner aujourd'hui, mais je vous souhaite une bonne journée. Et là, la personne se sentirait exister. Regarder en soi et chez l'autre ce qui est sain, beau et bon, ce qui est hors d'atteinte de la maladie et de la mort, c'est un moyen d'inviter cette dimension à advenir. Une présence mystérieuse habite tout être humain. Et elle ne demande qu'à s'ouvrir et à croître sous le regard l'impulsion de l'amour. De l'amour et de la bienveillance d'un autre être humain. Pour privilégier ce qui est beau, sain et bon. Ce qui permet de se désencombrer de tout ce qui enferme, limite ou déprime sur le plan mental ou cognitif. Il est possible de prendre conscience de la manière dont nous regardons le monde, la vie et les autres. Et particulièrement soi-même. Porter son regard sur son intériorité. Focalisons
ou d'abord sur les défauts, ce qui est critiquable. Si c'est le cas, alors donnons-nous la peine de changer tout cela. Parce que nous en valons bien la peine et vous en valez bien la peine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et vous pouvez toujours me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par email pierredassini@orange.fr ou par SMS ou par envoi postal si vous arrivez encore en 2017 à trouver du timbre. Et comme on entend dans la rue là actuellement, la bienveillance n'est pas encore partout. Donc, par contre, moi, je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour pour vous-même, vos proches, les gens que vous aimez, et même pour ceux que vous ne connaissez pas. Sur ce, passez une excellente journée à toutes et à tous, et à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.